CQ, l'épisode spécial, je suis accompagné de Geneviève. Comment vas-tu? Ça va très bien. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Oui, on a enfin réussi après autant de temps. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Geneviève Lajeunesse. Je travaille en cybersécurité comme une troisième carrière, si on veut. J'ai débuté ma carrière professionnelle plus au niveau du jeu vidéo, du design interactif, puis à la fois en design, ensuite en production. Et puis de là, en jeu vidéo, j'ai vécu des choses qui m'ont fait beaucoup m'interroger sur les questions de vie privée, sur comment on vit avec la technologie. Puis, en tant que bon sociologue raté qui n'a pas terminé sa formation formelle, j'ai décidé de mettre les mains dans la pâte carrément et d'aller m'intéresser à comment on peut protéger les usagers. Donc, par là en cybersécurité, dans les organisations aussi de façon bénévole auprès d'organismes à but non lucratif, dans toutes sortes d'organisations, des médias, des banques, voilà, beaucoup de plaisir. Beaucoup de diversité. Le sujet qu'on va commencer aujourd'hui, puis je ne sais pas si on va terminer aujourd'hui, probablement pas, c'est la violence technologique. Ça a plusieurs facettes, c'est très, très vaste. Fait que je vais te laisser commencer avec ça, puis on va voir où ça va nous mener. Oui, ben, il y a plusieurs angles à ça. L'angle avec lequel j'aimerais commencer, c'est la violence technologique dans un contexte de couple, dans un contexte d'amitié aussi, ça peut arriver. C'est certainement pas la seule violence technologique. Puis je dirais, la première qui nous vient à l'esprit, c'est on va penser au harcèlement. Il y a eu des documentaires sur les trolls, tous ces phénomènes-là, mais rendu en 2026, et je m'excuse d'avance pour la pérennité de l'épisode, mais on est ailleurs. Parce que, ben d'un, c'est éculé de dire la technologie est partout, là, mais la surface de captation de données d'une personne moyenne, elle est énorme. Dans la voiture, on va être capable d'avoir la géolocalisation du véhicule. C'est rendu presque impossible d'acheter un véhicule sans avoir 1, 2, 3, 4 abonnements pour différents services. Si le véhicule est partagé, vous avez un conjoint, vous avez une conjointe, ben à la base, il y a tous vos accès, ces accès-là sont doublés. Y a-t-il un lieu plus intime qu'un véhicule? Ben oui, il y a la maison, mais la maison aussi. Avant, c'était impensable là, de dire j'ai des lumières intelligentes. C'était une blague, là, ha ha ha, mon frigo qui est connecté. Mais aujourd'hui, nombre de gens. On se fait même pousser dans la gorge, à la limite, là, ces éléments-là. L'exemple du frigo, moi, j'en ai pas un frigo intelligent, mais quand j'ai eu à remplacer ma laveuse à linge, j'avais pas le choix d'avoir une laveuse qui se branchait sur mon Wi-Fi. Puis la motivation, c'est là, si tu veux avoir des programmes de lavage spéciaux, il faut que tu le branches sur ça, puis là, tu vas les avoir. Je dis là, mais là, je veux pas des branches. Moi, mon linge n'est pas si spécial que ça. Puis là, je me trouve à envoyer des données à l'extérieur et donc dans un contexte. C'est sûr que de savoir comment le linge se lave, c'est pas très grave. C'est pas très intime, disons, mais il y a des éléments beaucoup plus intimes qui sont dans notre domicile, qui sont beaucoup plus importants que le lave-linge. Mais ça... Oui, puis si on avait eu cette conversation-là il y a 4 ou 5 ans, sûrement que mon angle, ça aurait été de dire, c'est la première chose à examiner, c'est à qui on envoie ces données-là. Exemple, je pense aux aspirateurs intelligents qui vont faire un mapping d'une pièce, d'un logement. Bon, puis on se dit, OK, où ça va, tout ça, puis tout le monde sait de quoi mon logement a l'air, puis grande surprise pour vous, là, les plans d'architecte, c'est généralement pas si unique que ça, là. Probablement que oui, ils vont savoir que vous avez le même condo que 89 autres personnes dans votre MRC. Mais l'idée de ça aujourd'hui, c'est pas l'angle que j'amènerais. C'est de dire, ben oui, mais la notion de qui est propriétaire de l'aspirateur devient importante parce que s'il y a une rupture qui est super acrimonieuse, avez-vous le contrôle sur ce compte-là? Puis est-ce que la personne qui a le contrôle sur ce compte-là peut l'utiliser pour vous pourrir la vie? Puis bon, il y a des variantes de ça qui peuvent sembler plus humoristiques, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans un contexte de violence, là, pas dans un contexte de « je fais des bonnes blagues, j'ai éteint les lumières quand tu es arrivé, haha », ça peut être utilisé pour vraiment amener comme une potentiation d'une violence, d'un harcèlement, de créer un contexte de terreur, de peur. Puis je vais faire un point là-dessus qui est important parce que le harcèlement ou la terreur dans lequel tu mentionnes,
C'est en traduction libre, genre tuer par 1000 coupures. C'est-à-dire que c'est pas un petit geste qui semble anodin qui est grave, c'est l'accumulation de tout ça qui en fait que c'est grave. Notamment dans la définition du harcèlement, c'est la répétition qui est très importante. Et c'est le problème. La blague, une fois, ça va. Si la blague est là à tous les jours, ça ne devient plus une blague, ça devient du harcèlement. Et là, on bascule le style et là, la capacité technologique est grande. Oui, puis la capacité de la personne qui se ramasse à être victimisée là-dedans, à énumérer toutes les façons par lesquelles elle est fragilisée, on n'est vraiment pas tous égaux par rapport à ça. Puis des fois, il y a une créativité là-dedans qui... faut avoir l'esprit tordu pour y penser, mais puis j'hésite à donner des exemples parce que je veux pas non plus alimenter ces imaginations-là, mais dans un système où, quand on cherche à aller se faire avoir le support du système de justice, disons au Québec, là, c'est vraiment là où j'ai plus d'expérience, il faut être capable d'énoncer clairement qu'on a demandé à ce que le comportement cesse. Donc, des comportements qui sont de nouveau... Ça va être difficile de dire qu'on avait demandé la cessation de tous ces comportements-là si on n'avait pas imaginé qu'ils se pouvaient. Puis, de deux, le côté technique de ça, de dire, oui, mon ex-conjoint était capable de connaître ma géolocalisation à cause de la voiture parce que lui aussi était sur le compte de notre véhicule, puis c'est un compte d'essai, fait que j'y pensais plus, fait que je le payais pas, du côté du système de justice où on n'est pas face à des experts technologiques, là, c'est vraiment pas... C'est très souvent au niveau des procureurs, des forces policières sont très intéressés à aider, mais à chaque fois, c'est une nouvelle bibite. À chaque fois, c'est une nouvelle surprise. C'est très déstabilisant, c'est très... la perte de contrôle, le sentiment de perte de contrôle est énorme, et beaucoup plus grand qu'avec « je me sens suivi ». Oui, puis même se sentir suivi, c'est la répétition qui devient le problème à la longue. Et c'est aussi le changement de cap de qu'est-ce qu'un crime technologique, parce que historiquement, avant on va tracer la ligne avant la pandémie, les crimes technologiques, c'est des crimes de col blanc, plus de vol, plus quelque chose de plus sophistiqué. Donc, les corps de police se sont énormément spécialisés sur ce genre de crime-là. Et là, on a basculé depuis, comme tu le mentionnes, depuis les 5-6 dernières années, donc confinement, sur des crimes qui sont plus individualisés, avec des moyens beaucoup plus précis, puis des technologies aussi qui sont beaucoup plus précises. Et là, les corps de police se retrouvent démunis face à ce genre de choses-là, parce que l'expertise technologique qu'ils ont acquise pour les crimes de type de col blanc, c'est pas les mêmes expertises que pour les crimes de façon de harcèlement et de façon individuelle. On n'est plus dans le même chaîne de réflexion du tout. Là. Du tout. Puis au niveau de même faire de capter de la preuve, il y a certaines de ces surfaces d'attaque-là où il n'y aura pas de journaux de ce qui s'est passé. Ça va se passer sur un moment, mais c'est comme un interrupteur. Là. Donc, le contrôle qui va être touché par la personne, il y a eu un changement, mais c'est pas... on ne pourra pas le prouver. On dépend de la parole d'une personne qui déjà à ce point-ci... Qui est fragilisée déjà. Qui peut avoir de la difficulté à exprimer ça, puis qui va voir aussi des corrélations des endroits où il n'y en a pas. Oui, ça. Puis ça, j'en ai vu des cas de personnes qui se sont senties suivies ou se sont senties harcelées. Puis quand tu commences à leur parler, puis de façon très neutre, tu essaies de ramasser les éléments qui peuvent amener là, on devient vite dans le vide, il n'existe plus rien. Puis là, on n'est plus capable de corroborer ce qu'ils ont fait et donc de les aider à amener plus loin. Parce que j'ai eu un cas il n'y a pas si longtemps que ça d'une personne qui avait d'inquiétude. Puis là, j'essaie de passer toutes les choses. Je me disais, voici change ces comportements-là justement pour réduire la potentialité d'un problème. Et comme elle était tellement dans un état de préoccupée par ce qui se passait, elle voyait des choses qui n'existaient pas ou la potentialité n'existait pas. Genre l'exemple, parce que pour la plupart des gens, que ton iPhone se fasse casser, ça c'est virtuellement impossible. C'est des choses qui coûtent des millions de dollars à mettre en œuvre. Mm-hmm. Donc, comme personne, non, ton iPhone n'a pas été hacké par ton ex-conjoint qui t'en veut. Il y a d'autres moyens qui est arrivé, puis c'est pas celui-là qui est le premier. Là.
Puis je vais juste faire une petite pause pour expliquer aussi d'où cette expertise-là vient. Là. Donc, avec certains de mes collègues qui étaient impliqués dans tout ce qui est activisme, puis à éducation à la technologie, on a fondé un organisme à but non lucratif qui s'appelle Lab 2038. Puis c'est notre expertise d'aller aider les gens qui, entre autres choses, vivent exactement ça. Fait que je le dis, là, si jamais on a développé un cadre d'intervention pour ça, parce que de fait, il n'y a vraiment pas grand-chose qui existe. Puis on voyait le besoin en parlant avec des gens au niveau des procureurs, au niveau des forces de l'ordre, où ils nous disaient, on veut, mais on est formé minimalement, puis on est formé sur la preuve au sens technique de la loi, mais c'est pas de ça dont les gens ont besoin nécessairement. Puis parfois, je vais m'échapper, puis je vais dire, les femmes, on a aussi des hommes victimes, là, c'est vraiment pas juste les femmes. Mais dans des situations comme ça, en plus, il y a une innovation récente, là, je dirais des 6 derniers mois, qui nous complique beaucoup, beaucoup la tâche en intervention, puis c'est tout ce qui est LLM. Donc, tous les chats GPT de ce monde, parce que la personne va décrire ses observations qui sont fortement teintées par la situation, le sentiment de perte de contrôle. On ne va pas nommer à ChatGPT pour ne pas le nommer toutes les choses qu'on remarque qui sont normales. On va dire, j'ai remarqué telle chose. Puis les inférences que le modèle va faire, ça va être toujours pire. Et puis toujours, je ne veux pas le dire dans les absurdités, des fois ça, c'est 5%, 10% des suggestions du sens, mais le LLM va suggérer que c'est Pegasus, là, que c'est les forces, qu'on a un logiciel qui coûte plusieurs centaines de milliers de dollars à mettre de façon personnalisée pour la cible, que là, le conjoint aurait fait ça et l'aurait mis en place dans une période de 48 heures. Non, là. Ce sont des opérations de spécialistes par des services de renseignement de pays qui font ce genre de manœuvre-là. C'est pas le conjoint qui a une job standard, qui a une connaissance limitée de la technologie, qui va arriver à déployer ça, même s'il pense qu'il est bien fort. Puis on a eu des cas où on avait des situations où est-ce que potentiellement la personne qui victimisait était très, très compétente techniquement. On va trouver des choses différentes dans ces temps-là, c'est certain, mais exactement comme tu le mentionnais, très souvent, les explications sont beaucoup plus simples. Les explications vont tendre aussi à des choses qui, dans notre cerveau de personnes, de praticiens en cybersécurité, on n'a pas tendance à les regarder de ce côté-là. Exemple, tout ce qui est ingénierie sociale, là, social engineering en gros guillemets, on a tendance à ne pas vérifier cette possibilité-là, mais c'est très facile pour quelqu'un qui a vécu avec quelqu'un pendant plusieurs années de dire là, ma copine, elle a commandé un truc, puis là, je voulais juste vérifier si vous avez la bonne adresse pour essayer de débusquer la nouvelle adresse. Ou je comprends pas, je suis plus sur le compte, c'est comme s'il est arrivé quelque chose, est-ce que vous pouvez rajouter mon nom? Puis aucun problème. Donc, ce genre de choses-là se produit souvent, puis c'est pour ça qu'on établit des protocoles d'intervention pour juste aller passer les choses très, très systématiquement, mais ChatGPT ne fait pas ça. ChatGPT va aller à la réponse la plus simple. Si on dit mon téléphone est chaud souvent, puis il semble redémarrer intempestivement, on va dire c'est Pegasus, c'est certain. Puis ça arrive fréquemment. Là. Puis je blâme pas du tout nos aidés parce que je vois pas comment ils arriveraient à des meilleures réponses autrement. Il faut le faire. Oui, mais c'est parce que c'est des gens, il faut le voir comme des gens en détresse. Puis quand des gens sont en détresse, puis là, tu parles du LLM spécifiquement, c'est qu'il va juste comme les faire tomber dans le plus en détresse parce que les modèles sont faits pour nous amener dans une direction qui n'est généralement pas la bonne dans ce contexte-là. Il est pour là, comme il vient juste confirmer nos biais. Ouais. Et comme quand on est dans un contexte de stress comme ça, d'anxiété et tout, nos biais vont aller vers des situations qui sont malsaines. Et lui va juste amplifier cette situation-là. Puis déjà d'avoir une personne qui est anxieuse parce qu'elle a l'impression de se faire suivre, puis que son Wi-Fi a été hacké, que son téléphone est suivi, écouté, toutes ces choses-là, puis de commencer à déconstruire l'histoire, comprendre ce qui s'est passé vraiment, parce qu'il faut quand même faire l'effort, et ensuite de redescendre puis de calmer ça. Mais ensuite, quand tu es moindrement praticien en cyber, tu dis, social engineering, ça fait partie de ce qu'on fait naturellement. Je le fais dans ma vie, cette négociation-là qu'on a avec les services, avec la clientèle, c'est normal. Fait que, est-ce que quelqu'un qui est mal intentionné peut faire la même chose? Oui. C'est facile. Puis le nombre de fois où c'était facile que faire changer des choses parce que c'est justement, tu inventes un prétexte comme ça, tu as l'air moindrement convaincant.
ça va se faire systématiquement. Il n'y a pas de défi. Puis ça devient important. Puis on est attaché partout. Là. Tu parlais d'éléments technologiques. Tu vas avoir un Spotify, on va avoir des localisations, on va avoir des équipements différents dans la maison, on va avoir des équipements, des abonnements dans une foule de services. Uber est un service qui te font le partage. Puis c'est qu'on n'y pense pas au quotidien. Le calendrier partagé qu'on a avec notre conjoint, quand on se sépare, c'est peut-être qu'on a oublié d'enlever l'accès, puis peut-être que c'est pour ça que soudainement, la personne se pointe à toutes sortes de choses dont il ne devrait pas connaître l'existence. Il n'y a peut-être pas eu de compromission du compte à proprement parler, mais il y a une compromission de ce qu'on voulait protéger. Puis d'arriver à systématiser ça, c'est très difficile dans le monde moderne. Puis moi, ça m'enseigne beaucoup de choses que je peux ramener après en organisation, où est-ce qu'on se dit, on a des contrôles, puis on sait ce qu'on fait. Mais on le sait juste. Non, on ne sait pas tant de choses dans les organisations. Tant que tu n'as pas vu l'humain dans cette perspective-là, puis c'est pour ça que c'est un axe qui m'intéresse beaucoup, parce que l'humain, dans son état naturel, est quand même la même chose, le même humain qu'on a au bureau. Oui. Même s'il y a une petite couche de vernis de plus, ça demeure le même humain. Donc, c'est important de comprendre les manœuvres, comment les gens vont essayer de contourner ce type de choses-là. Et comment ça se contourne, comment on va au bureau que les gens qui contournent les processus. Puis là, tu peux voir, c'est la même chose, c'est les mêmes patentes, mais l'amplification du nombre de services technologiques qu'on a, c'est sûr qu'on va en oublier un. Puis il n'y en a aucun qui est pensé pour être capable de déconnecter rapidement. Il n'y en a aucun qui est pensé pour arriver à des stratégies pour protéger les gens qui sont vulnérables. Un des seuls que j'ai vu c'était la première année que je voyais, c'est le iPhone permettait de déconnecter rapidement toutes les options qui sont associées à le partage, qui sont comme inhérentes au fonctionnement de l'appareil. Lui, il va le permettre rapidement. C'est pas parfait, il y a d'autres facettes. Ça aide beaucoup, par exemple. Mais ça va beaucoup plus vite d'avoir un bouton puis de tout déconnecter que d'arriver dans un contexte, d'aller dans chacun des services, puis d'aller dans Facebook, enlever les affaires, aller dans LinkedIn, enlever les affaires, aller dans Spotify, enlever TikTok, Instagram. Tu descends comme ça de façon infinie. Là. Puis quand on a des enfants aussi, c'est des fois puis il y a une séparation acrimonieuse, ben il y a une question aussi de où ces comptes-là vont vivre, quand la console de jeux vidéo se promène d'une maison à l'autre. Puis là, pour la personne qui est à cran, tout est perçu comme une menace potentielle. Puis en fait, il n'y a peut-être rien de ce côté-là. Fait que c'est vraiment important d'être systématique. Puis des fois, ça peut être aussi par des moyens comme ça. La tablette qui a un logiciel d'accès à distance, puis qui permet, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui sont de la malice. Il y en a qui vont juste être opportunistes, qui vont le prendre comme ça. Mais il faut vraiment le voir. Tout devient sensible à ça. Puis on a l'impression des fois que les gens surréagissent. Mais c'est comme quand on frotte un espace sur la peau très longtemps. Oui, c'est ça. Mais à terme, ça devient intolérable parce que ça devient, on est allé trop loin. Puis ces gens-là, surtout dans des cas de séparation acrimonieuse, ont déjà un passif assez grand avec l'autre. Et là, on ne part pas à zéro. Fait que là, c'est toute cette accumulation-là qui s'est faite, qui devient comme trop pour la personne qui subit le harcèlement ou la surveillance ou le contrôle. Absolument, c'est le contrôle. C'est le contrôle. C'est beaucoup le contrôle coercitif. On voit de la violence plus qui va plus vers nuire à l'intégrité physique d'une personne, mais c'est beaucoup du contrôle coercitif. Puis ça m'a aidé vraiment à prendre conscience de la limite de nos outils en cybersécurité aussi. Je vais donner un exemple tout bête. Sur les téléphones cellulaires, on peut avoir je ne le sais pas en français, là, mais du EDR, là, donc la détection au point, en tout cas, une point detection. Il y a des très bons logiciels de détection pour les appareils cellulaires maintenant. Mais tout ce qui est fréquemment utilisé par des conjoints qui cherchent, ou des conjointes là, qui cherchent à s'insérer dans la vie personnelle d'une personne où ils n'ont plus accès, il n'y en a qu'un seul, à ma connaissance, qui détecte de façon systématique ces logiciels-là et qui les identifie comme tels. Parce qu'autrement, des logiciels d'accès à distance, ça se peut. C'est pas forcément un maliciel. On peut vouloir installer AnyDesk sur un iPad pour voir qu'est-ce qui se passe, ce genre de choses-là. Donc, des fois, la personne va suivre des conseils par ChatGPT ou par une personne bien intentionnée dans l'entourage, vont faire un scan antivirus, trouveront rien. Puis, ils vont se dire,
ça doit être quelque chose de beaucoup plus poussé parce que l'antivirus ne l'a pas détecté. Ben non, l'antivirus l'aurait détecté, mais c'est pas considéré malicieux. Puis en regardant ça dans d'autres solutions qu'on utilise en entreprise, ben, je me suis rendu compte que parfois, ça va être exactement la même chose. Si on a un exécutable qui est connu comme étant non malicieux, puis on a une personne qui a des droits d'exécution, des fois, ça peut complètement passer sous le sens, puis c'est plus long à capter. Ça ne devrait pas, mais ça l'est. Effectivement, j'aime bien ton analogie avec le monde professionnel. Puis c'est aussi un rappel que ChatGPT ou n'importe quoi d'autre n'est pas un professionnel dans le domaine. C'est quand j'ai un problème de santé, je vais aller voir un médecin, je ne vais pas aller voir ChatGPT. Puis c'est un peu ça aussi, là, puis comme l'organisme que tu parles, c'est d'aller consulter des experts parce que c'est très subtil, ces notions-là. On est dans de la mécanique très fine. Comme le fonctionnement du corps humain, donc c'est pour ça que les médecins étudient beaucoup longtemps pour avoir ce genre de choses-là, cette connaissance-là, et que personne d'autre, même sur Facebook, est capable d'arriver de façon crédible à une réponse. Ben, c'est la même chose de ne pas se fier à des sortes de réponses-là, puis d'aller vraiment consulter des groupes ou des experts qui sont capables de déceler effectivement les outils de prise à distance. Puis ça, même dans notre milieu, c'est un problème parce que on en tolère, mais des photos... Ouais, voilà, celui-là, il est gentil parce que c'est celui qu'on utilise, mais ça, celui-là... c'est en plein ça. Fait que ça devient très difficile et très nuancé. Puis on est encore dans un domaine avec énormément de nuances. Puis on aime l'espèce de liberté qu'on a avec nos appareils, mais dans ce cas-ci, c'est du poison pour des personnes qui sont dans des situations plus précaires et dangereuses. Puis, je vais sauter sur le mot précaire et dangereux. Il y a aussi la question de quel est notre objectif. Parce que souvent, on va se dire notre objectif, c'est protéger les données en cybersécurité, ou ça va être de s'assurer qu'on a des accès qui sont bien contrôlés. Tu sais, on a plein d'objectifs très nobles et mesurés, intégrés à des cadres de référence, tout ça. Pour une personne qui est dans une situation comme ça peut être faire cesser la surveillance, son objectif. Puis là, ben, il faut, établir s'il y a une surveillance, 2, établir la source. Est-ce que c'est une source #cyber ou est-ce que c'est autre chose? Puis est-ce que c'est réaliste? Puis après, au terme de nos vérifications, est-ce qu'on est capable de mettre en place les modifications qui font que si on a détecté quelque chose, on a véritablement cessé la surveillance? Et est-ce que c'est sécuritaire de le faire? Parce qu'il y a cette notion-là aussi. Si je suis en entreprise puis il y a quelqu'un qui s'est fait installer un crypto miner sur sa machine, on va l'enlever, là. La personne qui a installé le crypto miner, elle va avoir de la peine, là, mais ça ne nous affecte pas. Dans une situation où est-ce qu'on n'est pas dans les souliers de la personne qui subit la violence, on ne connaît pas la personne qui l'inflige. Si on fait perdre un accès à quelqu'un qui est volatile, on peut nuire. Puis d'arriver à qualifier ça, d'arriver à amener la personne à faire cesser effectivement la surveillance, à se libérer de cette situation-là, coûte que coûte, là. C'est pas toujours notre réflexe de cybersécurité d'enlever le Remote Access Toolkit qui est le bon geste. Des fois, c'est de dire il l'a, puis là, tu sais que ce téléphone-là maintenant, il t'écoute. Et là, il va falloir trouver un plan de sortie où tu as toujours quelqu'un avec toi dans la pièce. C'est horrible. C'est terrible d'en être là. Puis le système ne va pas à la vitesse de la menace. Non, il n'y a pas de capacité. Puis c'est ça, tu en parlais un peu pour la reconnaissance. Autant les gens, les acteurs dans ce milieu-là ne sont pas outillés, autant les lois ne le permettent pas facilement parce que c'est des concepts qui sont nouveaux. Puis tant qu'à moi, c'est des déviances nouvelles parce qu'on n'avait pas ce genre de déviance-là où c'était beaucoup plus restreint, ce genre de déviance à une époque, parce que le groupe venait autoréguler ce genre de choses-là. Le groupe n'autorégule plus rien. Globalement, si on regarde la société autour de nous, on a perdu le contrôle sur bien des aspects. Il n'y a plus d'autorégulation qui était présente. On n'avait pas tant besoin de la police ou du système de justice pour intervenir à une certaine époque. Là, c'est rendu un problème. Puis là, on se plaint que le système de justice n'est pas accessible, mais c'est parce qu'il est embourbé également, parce qu'on le surutilise pour des choses qui ne devraient pas. Exact. Et ça nous ramène complètement ailleurs. Puis j'aime beaucoup le fait
la subtilité du fait qu'on ne doit pas nécessairement couper les accès, parce qu'effectivement, on ne sait pas qui est l'autre côté. La personne qui est victimisée doit être capable de nous le relater. Et c'est pas simple de lui faire dire qu'elle vit une situation où que son ancien conjoint ou conjointe pourrait devenir violent à tuer. Ouais. Et puis à faire une escalade. Ça peut escalader, c'est une escalade d'agression, puis ça peut devenir un danger à sa santé physique, à la personne. Puis si on le ramène en cyber, parce que tu as amené l'exemple, effectivement, un cryptomanager, tu t'en fous, c'est pas grave, mais quand tu as quelqu'un qui s'infiltre, qui n'est pas une menace, une nuisance comme ça, en général, tu vas le regarder agir parce que tu veux voir ce qu'il fait. Ouais. Pour comprendre son mode opératoire et dès lors d'être capable d'agir sur lui et de ne pas le rendre agressif. Parce que des fois, ça se voit aussi dans certains types d'acteurs que s'il voit qu'on l'a vu, il va tout détruire, il va agir de façon différente. Fait qu'il y a beaucoup de subtilités que peu de gens en cyber ont, mais on a cette approche-là qui doit aussi être très, très présente. Là. Ben, oui, puis non, j'aime beaucoup comment tu l'amènes parce qu'il y a de ça, ces situations-là nous forcent à développer une finesse qui serait de l'ajout diplomatique si on était sur une autre arène. Là, parce qu'on n'a pas la question de l'attribution. La plupart du temps, ça va être assez clair qui est l'acteur de menace. Il va même parfois dans le schéma de violence, il va y avoir carrément, ils vont se vanter de l'accès qu'ils ont, puis ils vont dire tu sais pas comment je fais ça, mais je sais où tu es tout le temps, je sais que tu es allé à l'épicerie hier soir, ce genre de choses-là. Mais l'escalade, elle est irréparable. Parce qu'on peut pas présumer de comprendre jusqu'où la personne elle est prête à aller quand elle est déjà les 2 pieds dans le code criminel jusqu'au cou. Il n'y a pas de doute que c'est des actes criminels, ces choses-là. Là. Oui, absolument. Puis ces gens-là sont souvent déconnectés du réel déjà. Fait qu'on fait face à quelqu'un qui a déjà un goût de contrôle qui est démesuré, qui est malsain. Puis ensuite, clairement, il s'en va ailleurs. Fait que s'il glisse trop, c'est très, très dangereux de l'amener à glisser. Puis c'est ceux qui posent des gestes réels, qui font qui vont vers l'avant. Il y en a qui sont inoffensifs, heureusement aussi. Ouais. Puis qui vont juste faire un peu de bruit, puis ils vont se tanner, puis ils vont aller ailleurs. Mais ceux qui sont persistants deviennent obsessifs dans leurs choses. Donc, c'est comme l'obsession de l'objet de contrôle. Là, ils deviennent très dangereux, puis il faut désamorcer. Puis c'est pas un geste. Puis c'est pour ça que je me limite aussi dans ce que je fais, parce que je suis pas expert de ce côté, même si j'en parle, puis j'ai l'air de connaître ça. Non, mais... Dans l'exécution, c'est beaucoup plus complexe d'accompagner quelqu'un qui est aux prises avec ce genre de situation-là, parce que c'est très difficile d'en sortir. Puis on peut prendre un peu l'exemple dans l'espace public, qui est un autre, qui est complètement l'antipode de genre, je veux juste faire du bruit, mais je ne poserai pas d'action. On en a beaucoup. On a eu dans la nouvelle partie, ça en a parlé, les gens qui posent des menaces, généralement, n'iront pas, ceux-là ne font pas, ou une alerte à la bombe. Juste assez de bruit pour ne pas être inquiété. Puis eux sont plus difficiles à repérer, mais ceux qui posent des menaces plus concrètes sont très faciles. Ils veulent être, mais ils veulent montrer qu'on le contrôle. Fait que c'est comme une logique. Puis en même temps, c'est largement étudié. On sait déjà comment le fonctionnement des schémas sont déjà faits. Puis le problème, c'est qu'on n'a pas acté le fait que l'existence de ce schéma-là comme étant présent dans notre société et qu'il faut y mettre fin d'une façon ou d'une autre. Oui, il y a un contrôle social qui s'exerçait sur ce type de choses-là qui n'était pas fort. Hein? C'est pas nouveau, la violence conjugale, là, mais qui, présentement, le tissu de contrôle est très, très lâche autour de ça. On n'a pas... il y a juste le fait de demander le code d'accès sur le téléphone cellulaire. Dans beaucoup de couples, ça va être vu comme s'il ne te donne pas le PIN de son téléphone, c'est parce qu'il te trompe. On est comme ailleurs. Il n'y a plus le jardin secret, l'intimité. C'est vraiment excessif à mon sens. J'avais déjà vu ce type de choses-là il y a plusieurs années, chez les adolescents, entre autres, le fait d'espèce d'espace. À l'adolescence, c'est un espace de découverte. Je peux comprendre que tout ça peut avoir une forme d'existence. À l'âge adulte, non, parce qu'on l'a fait ça à l'adolescence, que tu es rendu un adulte. Les expérimentations sont censées être faites, oui. Il n'y a pas, puis le respect de l'autre, puis cette façon-là. Puis on a perdu le contrôle du groupe, c'est-à-dire, oui, la violence conjugale a toujours existé, il y a toujours eu des problèmes, mais ça n'a jamais été endémique au point où on le vit maintenant, au sens où la barrière d'entrée pour effectuer, avec les outils, avant, il fallait physiquement frapper une autre personne.
Et, la barrière de faire appeler quelqu'un d'autre est quand même grande. Il y a quelque chose en nous qui, pour la plupart des humains, est actif, fait que tu n'as pas la pulsion d'aller frapper l'autre. Ça n'arrive pas, à part quand tu es bien chaud dans un bar, puis là, t'es deux gars qui veulent qui s'intéressent à la même personne. Là. Mais dans des cas qui sont de cette nature-là, mais au-delà de ça, c'est très peu courant. Et là, la barrière à l'entrée est diminuée. Et l'espèce d'autorégulation de la société ou du groupe ne permet plus de limiter ça. Il y a une époque, il y a une tolérance aux batailles dans les bars parce que il y a comme une espèce d'espace où on va agir, mais pas trop fort, mais juste pas que ça déborde. Là, il n'y a même plus cette oui, puis il y avait un caractère prévisible à ça aussi. La violence infligée dans ce genre de contexte-là, bon, des fois, ça dérape, mais on s'attend à ce que ça soit à coup de poing, à coup de pied. Mais voilà, là, on s'attend pas à ce que une chicane de couple, ça devienne du vol d'identité, de la surveillance 24 heures sur 24, où une personne n'est plus capable de tenir un emploi parce qu'elle se fait harceler au travail, elle se fait harceler partout. Pas que ça rendait ça correct, mais l'espèce de quantité de violence, si on peut le quantifier, c'est extrêmement plus grand que c'était. On voit plus de demandes de notre côté, puis on voit des cas de plus en plus complexes, pas complexes par leur résolution, là. Souvent, c'est assez facile à résoudre, mais la profondeur de la compromission, le niveau de prise de contrôle est beaucoup plus grand, ne serait-ce que parce que les plateformes le permettent. C'est facilité, c'est facile par les plateformes, puis c'est trop. Fait que là, c'est sûr que le bar est ouvert, fait qu'ils vont aller, ils vont faire, puis c'est toujours dans le contrôle. Fait que plus on leur donne d'outils capables de contrôler l'autre, ils vont les utiliser ad nauseam jusque pour assouvir, parce que ça vient toujours très, très égocentrique. Là. C'est très leur petite personne qui veut exprimer sur l'autre son pouvoir. Fait que on leur donne la capacité, puis les personnes ne sont pas pensées non plus pour limiter ou arrêter ce genre de choses-là. Puis là-dessus, j'ai pas des réponses infinies non plus. C'est un nouveau phénomène d'une certaine façon, ou en tout cas dans la façon où il se présente, il y a une grande nouveauté. Une solution que je vois, c'est quand on doute de se retirer le plus tôt possible de ces situations-là. Puis au Québec, SOS Violence Conjugale, c'est vraiment une bonne ressource juste pour aller comme démêler des idées, voir avec eux, d'avoir une oreille, oui, pour en parler, puis leur ligne d'écoute est ouverte 24 heures sur 24, mais c'est aussi ils sont au courant de ces choses-là. Si c'est des inquiétudes par rapport à comment la technologie est utilisée dans la relation, ils sont allumés, puis ils vont être aidants, là. Ils peuvent juste comme se faire une idée, puis après, quand il se passe quelque chose, ben le lab est là, on peut aider, mais le but, c'est vraiment pas d'en faire une publicité, c'est plus de dire si autour de vous, il y a quelqu'un pour qui il y a quelque chose qui est vécu qui est inconfortable, comme cette voix-là, elle ne parlera pas fort, il faut l'écouter, il faut l'amplifier, il faut lui laisser la place aussi, puis quand quelqu'un commence à nous dire, j'ai l'impression qu'il sait toujours où est-ce que je me trouve, ou il faut écouter cette parole-là aussi. C'est pas si fou que ça, entre guillemets. C'est hyper fréquent qu'il y ait une prise de contrôle qui se fasse de ce côté-là. Des fois, ça va être anodin. Là. La personne va se dire, j'ai vu son téléphone débarré, j'ai vu son ordi ouvert, mais on le sait tous que c'est pas correct de faire ça. Puis la pente, elle glisse très rapidement parce que ça donne accès à toi. Pourquoi il a écouté telle chanson à 11h le matin? Puis des deux côtés, ça se met à partir en vrille aussi. Là. Le manque de contrôle social, c'est pas que la personne qui reçoit la violence qui le vit. La personne c'est les gens qui font ça, si on leur en parle au moment où ils le font, ils vont tous se justifier. Là. C'est pas... Oui, notamment, puis ça devient un espace qui est très étrange. On va conclure là-dessus cette fois-ci, parce qu'on va sûrement en reparler, parce que ça finit pas là. Mais déjà, de limiter l'entrée dans nos vies de ces éléments de contrôle-là qui peuvent être là. Donc, déjà, une bonne façon pour justement ne pas avoir besoin de consulter les services pour s'en sortir. Limiter d'entrée de jeu cette espèce de contrôle qui est en place. Puis si vous voyez du monde autour de vous qui est en train de tomber dans le piège,
signifier puis leur aider à ne pas tomber dans le piège pour éviter des problèmes plus tard, parce qu'effectivement, on a droit à notre espace à nous, puis tout ça. Mais je te remercie énormément de cette discussion-là. C'est toujours très intéressant. Merci. Moins technologique, mais toujours très, très pertinent. Puis je pense qu'une brique à la fois, on va faire une meilleure société. Merci beaucoup.